Hello les mamans de haut niveau, super contente de vous retrouver aujourd'hui. On continue cette série d'interviews dans lesquelles j'explore des parcours inspirants et des histoires de réussite car ça va vous faire du bien. Vous allez voir qu'aujourd'hui on a une invitée exceptionnelle avec une neuroatypie que je n'ai pas encore abordée d'ailleurs dans ce podcast. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina, naturopathe et formatrice spécialisée dans le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et mon objectif, c'est de vous inspirer les mamans et de vous faire comprendre que avoir un enfant qui a un TDAH ou d'autres neuroatypies, eh bien, ce n'est pas grave du tout. Il faut juste comprendre comment tout ça fonctionne et c'est tout ce que je vous partage, que ce soit sur mes réseaux ou ici sur mon podcast. Donc aujourd'hui, mon invitée, c'est Charlotte Apieto, une entrepreneuse à succès qui a su transformer ses défis en opportunités. Elle a été diagnostiquée d'un haut potentiel intellectuel dès l'enfance et elle a connu une enfance compliquée, marquée par des incompréhensions, du rejet et des obstacles. Mais loin de se laisser abattre, Charlotte a utilisé ses talents et son intelligence pour se frayer un chemin vers le succès. Mais avant de plonger dans cette conversation captivante, j'ai une annonce spéciale à te faire. Pour toutes les auditrices qui m'écoutent, j'ai une promotion exclusive sur les modules 2 et 3 de ma formation TDAH Serenity. Jusqu'à présent, il n'était pas possible d'accéder à certains modules, il fallait prendre la formation dans son intégralité et j'ai des mamans qui m'ont contacté et qui m'ont dit Sabrina, je n'ai pas le budget pour prendre l'ensemble de ta formation, est-ce que je peux prendre au moins le module 2 et 3, ce qui est souvent revenu et donc j'ai accepté là pendant une semaine de vous ouvrir cette possibilité. Donc qu'est-ce que sont les modules 2 et 3 ? Alors le module 2, c'est le module qui est consacré au bien-être des mamans. Car oui, sache-le, un enfant qui a un TDAH a surtout besoin d'une maman qui va bien. Donc dans ce module, je t'aide à lutter notamment contre cette fatigue chronique qui touche beaucoup de mamans qui ont des enfants avec un TDAH. Et pour vous épargner le burn-out, parce que ça malheureusement c'est le danger qui vous guette. Donc dans ce module, j'aborde tous les aspects de votre santé, c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress. Je vous donne une méthodologie pour apprendre à vous organiser et aussi à prendre du temps pour vous. C'est un module extrêmement complet, 31 vidéos très courtes mais qui vont droit au but parce que vous le savez, avec moi, il n'y a pas le temps pour les blablas. Ensuite, il y a le module 3. Le module 3, c'est la nutrition spécifique pour le cerveau des enfants qui ont un TDAH. Et oui, il faut savoir que l'alimentation impacte énormément le trouble et déjà juste en jouant sur son alimentation, tu peux rapidement observer des effets très positifs sur le comportement de ton enfant. Dans ce module 3, je t'apprends à combler les carences nutritionnelles de ton enfant, car oui, tous les enfants qui ont un TDAH ont des carences nutritionnelles bien spécifiques. Donc dans ce module 3, tu trouveras des exemples de ce qu'il faut mettre dans l'assiette, les super aliments, les compléments aussi alimentaires qui vont l'aider et qui vont réguler d'une meilleure façon son cerveau. Alors, ne manque pas cette opportunité de transformer ton quotidien avec des outils qui sont efficaces et qui ont déjà fait leurs preuves auprès de nombreuses mamans. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et profite de cette discussion inspirante avec Charlotte. C'est parti! Bonjour Charlotte. Bonjour Sabrina. Écoute, merci d'être là. Je suis ravie de t'avoir pour moi toute seule dans ce podcast. Je sais à quel point tu as une vie chargée et intense, donc c'est toujours un bonheur pour moi d'avoir des personnes comme ça dont j'apprécie beaucoup le travail. Donc merci à toi d'être présente aujourd'hui pour cette interview. Ah bah écoute, merci beaucoup pour cet accueil et je suis ravie aussi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi, donc j'ai hâte. Alors Charlotte, la première question que je voulais te poser, c'est à quoi ressemblait la petite Charlotte? Ah ah. À quoi ressemblait la petite Charlotte? Eh ben écoute, il y a eu différentes petites Charlottes selon les âges, mais en tout cas, il y a eu la toute petite Charlotte, tu vois, jusque en CP inclus, qui était très curieuse de beaucoup de choses. Donc j'adorais apprendre, j'avais envie de savoir les choses même avant les autres, tu vois, que ce soit lire, écrire, donc très créative, très curieuse. J'adorais l'école. La première année en CP, je trouvais que la maîtresse donnait pas assez de devoirs, tu vois, donc on en était là. Et je me suis plaint le premier soir, évidemment c'est pas moi qui m'en souviens, c'est ma maman, mais le premier soir après la première journée de CP,
il y a pas assez de devoirs, quoi. Donc assez scolaire dans l'âme, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, la petite Charlotte, un petit peu après, plus compliqué parce que du coup en CE1 j'ai été en fait je m'ennuyais à l'école et donc il a été suggéré par la maîtresse que je saute une classe et donc on m'a fait passer des tests à ce moment-là chez le psychologue et on a détecté que j'étais HPI. Alors à l'époque on n'utilisait pas ce terme de mémoire. On parlait de surdoué, de ce Mm. genre de choses. Et donc en fait j'ai sauté une classe à ce moment-là, donc j'ai sauté le CE2 au final pour atterrir directement en CM1. Et du coup, là, la petite Charlotte, c'était plus compliqué parce que la petite Charlotte, elle avait perdu du poids, elle était extrêmement stressée. En fait, j'ai été harcelée par la maîtresse et du coup aussi par mes chers petits camarades. Donc, ça a été assez compliqué. Et du coup, je me suis quand même pas mal renfermée. Ça se voit, ne serait-ce que sur les photos de classe. Tu vois, j'ai pas la même tête que les années d'avant. Donc, il y a eu cette période qui a été difficile, mais en tout cas, ça restait une petite Charlotte très scolaire qui aimait quand même l'école, voilà, qui faisait de son mieux, qui était quand même très stressée et qui, à côté de ça, faisait quand même de la danse, quelques activités aussi pour compenser ce qui pouvait se passer à l'école. Donc voilà, en gros, la petite Charlotte à ce moment-là, à quoi ça pouvait ressembler. Ok, et est-ce que toi, tu te sentais différente par rapport aux autres ou est-ce que c'est le regard des autres qui t'a fait comprendre que tu étais différente? C'est une bonne question. En plus, tu vas sur un terrain auquel je ne réfléchis plus en fait aujourd'hui, donc c'est super intéressant que tu me poses ces questions-là. Moi, je sais que je me revois, tu vois, dans les moments spécifiques, je me revois justement en CP et CE1 m'ennuyer et donc faire les classeurs de devoirs des classes au-dessus pendant que les autres font les exercices de la classe dans laquelle on est. Et donc là, je me rends bien compte qu'il y a une différence, tu vois, et qu'effectivement, je m'ennuie. Je me rends compte que c'est pas évident pour moi de prendre part aux activités sociales, au groupe. Je sens que j'ai du mal à m'intégrer en fait au groupe d'amis et donc la récréation pour moi ça a toujours été l'enfer où du coup bah je suis toute seule ou alors j'essaie de me faire des amis mais c'est compliqué, surtout après avoir sauté une classe et du coup je sens que socialement c'est pas si évident que ça. Mais après je pense que c'est un peu dans les deux sens, tu vois, même dans le regard des autres et dans ce que les autres renvoient, c'est aussi beaucoup venu de là, c'est-à-dire que j'étais pas invitée aux anniversaires, j'étais mise à part, donc oui, tu sens que t'es pas forcément apprécié ou compris par les autres en fait. C'est ça, en fait, tu étais vue en gros comme la petite intello qui saoulait C'est tout le le monde, mot. quoi. Mais c'est ça en fait, c'était vraiment d'ailleurs l'insulte, c'était Ouais. l'intello. Et en plus, j'étais pas le profil intello, tu sais qu'on imagine un peu comme Hermione Granger dans Harry Potter qui, tu sais, qui lève la main à chaque question et qui est un peu insupportable, tu vois. Ouais. C'était même pas ça en plus, mais j'avais sauté une classe, j'avais entre 19 et 20 de moyenne et du coup, bah, ça a créé un décalage par rapport aux autres, quoi. Ouais, parce qu'en Donc fait, je en pense que tu plus. devais pas avoir les mêmes centres d'intérêt non plus, quoi, tu vois, Ouais, c'est ça. Et puis je probablement. pense que c'est en tout cas dans le fonctionnement, mais naturellement, même petite, j'avais plus tendance à être un peu en retrait et à analyser et à prendre plus difficilement part au groupe. Aujourd'hui, c'est très différent. Ça a vraiment rien à voir. Hmm. Mais à cette époque-là, c'était ça. Donc c'est pas évident. Et puis les enfants sont difficiles entre eux. Hein, donc Hmm. pour peu que tu commences à être étiqueté intello ou je sais pas trop quoi d'autre. En plus, j'avais des grandes dents, donc j'avais en plus l'appellation de castor, histoire d'en rajouter une petite couche. Donc ouais, voilà. Sur cet aspect-là, c'est clair que c'était pas évident du tout. Ok. Et quel regard, du coup, portaient tes parents sur cette différence-là que tu avais lorsqu'ils ont découvert que finalement tu étais HPI? Bah en fait, très cool, c'est-à-dire qu'il y avait aucune pression de la part de mes parents. Eux ne tenaient pas spécialement à ce que je saute une classe. Enfin, si c'était mieux pour moi et mon bien-être, oui, mais c'était pas une attente de leur part. Il y avait pas non plus de d'ego du type oh là là, ma fille est surdouée, elle peut sauter une classe. Enfin, il y Hmm. avait vraiment pas ça du tout. C'était surtout de veiller à mon bien-être, à mon intégration. C'était surtout ça. Et je sais que ça a été très difficile pour eux et notamment bah, pour ma mère par rapport à ce qui se passait avec cette institutrice, avec la directrice de l'école, et que je sais que ça a été une période aussi très très difficile pour elle à vivre. D'ailleurs, ça l'a vraiment marquée à vie parce que je sens que c'est quand elle en reparle, c'est rare, mais quand elle en reparle, je sens qu'il y a la colère, tu vois, et le Hmm. traumatisme de cette période-là. Donc, je sais que ça a été dur à vivre pour elle. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, elle est très contente de voir que c'est loin derrière et que ça m'a pas du tout empêché de cultiver la vie que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas pour mes parents, ça n'a pas été simple non plus. Mais eux, ouais, non, jamais de pression, jamais d'attente. Vraiment là-dessus, ça venait du côté de l'école, le problème, mais pas de ma famille. Donc finalement, du côté de ta famille, tu as trouvé le soutien dont tu Ouais. avais besoin. Et je, Totalement, et je totalement. pense que c'est peut-être là que tu as puisé ta force, justement.
Ouais, c'est une très bonne remarque, complètement. Parce que malheureusement, des fois, c'est pas toujours le cas, tu vois. Tu as souvent des parents, malheureusement, qui vont se mettre du côté de l'école, hein, c'est un de mes combats. C'est de Hmm. dire, bah non, en fait, c'est pas à votre place d'être le bras armé de l'école. Vous, votre place, c'est d'être le soutien de votre enfant, tu vois. Surtout quand tu as une neuroatypie, tu vois. Ouais, ben c'est ce qu'ils ont fait, même mes grands-parents. Enfin, vraiment, euh, de ce côté-là, vraiment, j'ai été super soutenue et c'était vraiment mon bien-être en priorité. Et ça, c'est cool parce qu'en effet, je pense que c'est pas toujours le cas. Hmm. Alors, tu sais, on dit souvent que la neuroatypie te donne des forces et des faiblesses. C'est quoi la plus grande force et la plus grande faiblesse de Charlotte? Ah ah, alors est-ce que c'est lié à la neuroatypie ou pas? Ça je sais pas parce que j'ai Ouais. pas forcément creusé le sujet. Mais je pense que dans la grande force, alors je pense à celle dont on m'a fait le feedback plusieurs fois aujourd'hui, il se trouve. Donc c'est celle que j'ai en tête. Mais je pense que j'ai un esprit qui est clair et où je vais savoir aller droit au but en fait dans mes pensées, dans mes prises de décision. C'est pas le brouillard, c'est pas complexe. C'est-à-dire que je sais organiser l'information et boum, aller vers ce que je recherche. Donc ça, je sens que cette clarté dans mes pensées m'aide beaucoup et elle m'aide aujourd'hui en tant qu'entrepreneur énormément. Elle m'a aidée aussi quand j'étais étudiante parce que du coup j'ai fait des grandes études où on fait des dissertations, où on fait des choses assez complexes et donc ça nécessite de mobiliser ces ressources-là. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée et donc ce côté en fait assez scolaire, tu vois, qui s'est analysé, synthétisé et retransmettre l'information. D'ailleurs, tu vois, je suis dans le domaine de la formation. J'ai toujours aimé enseigner, même quand j'étais petite. Le mercredi après-midi, je faisais l'école à mes grands-parents, donc je les asseyais avec mes peluches et je leur faisais cours et ils avaient des devoirs pour le mercredi suivant. Donc voilà, ça a toujours fait partie du personnage. Bon, alors ce qu'on retient, c'est que heureusement que tu n'es pas devenue enseignante. Non, mais tu vois, je fais de la formation et je donne des devoirs à mes clients, tu vois. Oui, mais là, ils sont volontaires, c'est pas pareil. Ils sont volontaires, effectivement, parce que mes pauvres grands-parents, c'est sûr que non, non. Donc ils sont volontaires, ils payent pour ça. Écoute, même tu vois, quand j'étais étudiante, je donnais des cours des cours particuliers à côté. Donc voilà, je pense que cette force-là, ça a fait du coup ma vie professionnelle et beaucoup de choses aussi. Euh, et en termes de faiblesse, euh, alors moi là, ce que je vois chez moi, c'est pas forcément ce qu'on peut voir de l'extérieur, mais moi j'ai aussi l'impression d'être parfois beaucoup dans l'intuition et peut-être d'être moins tu vois, ça peut sembler contradictoire, mais analytique. Par exemple, je vais être mauvaise pour tout ce qui est faire des tableaux Excel, faire du suivi, organiser l'information de façon super rigoureuse. Ça, j'ai plus de difficultés. Tu vois, dans le côté rigueur, alors que pourtant, dans mes études, certes, il fallait être rigoureuse, etc. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien plus rigoureux que moi. Et en fait, si je ne me repose que sur moi-même, mon business, mon entreprise manquera de rigueur. Et donc, c'est pour ça que je m'entoure de profils qui vont avoir cette rigueur-là et qui vont être bien meilleurs pour aller suivre, optimiser, et voilà. Donc je pense que ça c'est une faiblesse que j'ai aujourd'hui. Alors est-ce que ça a un rapport avec mon fonctionnement? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas ça tout seul c'est pas suffisant. Alors ou alors je peux le faire mais ça me prend beaucoup d'énergie et du coup ça me prend tellement d'énergie que je préfère presque ne pas le faire ou le faire de façon peut-être un peu trop à la légère. Voilà. Donc je verrai ça. Ok. Alors, tu sais que souvent, les neuroatypiques ont des difficultés dans la gestion de leurs émotions. Alors, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent. Qu'est-ce qui te met toi en colère? Hmm. Euh, Ça arrive pas souvent hein, que je sois en colère. Euh, Je suis assez smooth, tu vois, en termes d'émotions, assez même petite, j'ai pas souvenir que c'était un challenge ce sujet-là. Qu'est-ce qui me met en colère? Attends, je réfléchis. Je réfléchis la dernière fois que je me suis énervée. Alors il y a un truc qui effectivement qui m'énerve. Alors c'est pas une grosse colère, mais c'est les c'est les portiques de sécurité à l'aéroport. En fait non, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on m'impose des règles que je ne comprends pas. C'est-à-dire Hmm. que voilà, les process avec des règles de c'est comme ça, on peut pas discuter, alors que je ne le comprends pas, c'est insupportable pour moi. Et c'est pour ça, je pense que dans les grandes entreprises, quand j'étais salariée, ça me faisait péter un plomb parce qu'en fait, il y avait tellement de process et d'habitudes qui pour moi n'avaient aucun sens. Et du coup, j'étais en refus de les appliquer. Hmm. Ça a pu être aussi parfois même sur des sujets politiques ou sur des sujets. Ça, je prends le portique de l'aéroport parce que la sécurité, des fois, il y a des trucs que je trouve mais débiles d'un aéroport à l'autre. Ça va pas être les Hmm. mêmes règles. Donc, je pense qu'en fait, on fait pas exploser un avion de la même façon selon l'aéroport dont on est parti. Tu vois, ça me rend dingue. Alors, à la limite,
Si on m'explique, ça va. Tu vois, par exemple, à Ouais. l'aéroport, justement, la semaine dernière, il y a 15 jours, il y avait tu sais, maintenant, tu fais ton check-in toi-même. Donc, tu vas scanner Ah, ta carte d'identité, tu mets ton étiquette toi-même à ta valise et ça m'énerve. En fait, ces trucs, ça m'énerve parce que je me dis, c'est pas mon travail. Déjà, je paye cher mon billet, c'est pas mon travail et ça complexifie encore plus et je trouve, ça m'énerve. Donc, mm. qu'est-ce que je fais dans ces cas-là pour pas rester énervée? C'est que je vais aller voir l'hôtesse parce que du coup, ils te mettent 15 hôtesses pour aider les clients parce que tout le monde galère, ce qui est quand même une aberration. Mais du coup, je vais la voir et je lui demande, mais gentiment parce qu'elle y est pour rien, je lui demande de m'expliquer. En fait, je dis pourquoi c'est comme ça et pourquoi en fait. Et j'ai besoin de comprendre. Et quand elle m'explique, du coup, je comprends. Je trouve ça aberrant quand même, mais je comprends. Et je pense qu'effectivement, quand quelque chose m'énerve, c'est parce que je ne le comprends pas et qu'on me demande d'appliquer un truc que je comprends pas. Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment typique des gens neuroatypiques, justement. On Ok. a ce besoin de sens, en fait. Et moi, je fonctionne exactement comme toi. C'est pour ça que j'ai tellement galéré dans le salariat. Quand je ne comprends pas une règle, je n'arrive pas à l'appliquer. Et ça, tu le retrouves chez toutes les personnes qui ont un TDAH ou un HPI. Et c'est vraiment cette quête du sens, en fait. Hmm. Eh ben écoute, je suis en plein dans le mille alors. Et je crois que Et c'est la alors, seule chose qui m'énerve. Je vois pas trop d'autres ok. choses. Même je réfléchis dans mon couple ou avec mes amis ou ma famille. Je me mets pas en colère en fait. Je cherche toujours à comprendre. C'est-à-dire que si par exemple mon conjoint fait ou dit quelque chose qui me pose souci, je pars toujours du principe que l'autre n'est pas mon ennemi. C'est vraiment une règle chez moi. Et donc s'il fait ça, c'est qu'il estime que c'est le mieux, ou en tout cas il fait de son mieux. Et donc je vais pas me mettre en colère. Je vais chercher à comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Et du coup, Hmm, ça évite de partir dans des énervements ou dans des colères. Voilà. ok. À quand Charlotte, thérapeute de couple? Peut-être un jour, hein, dans mes nombreuses reconversions, peut-être que ça viendra. Alors justement, c'est une excellente transition. Quel est as-tu déjà eu une idée en fait d'entreprise tellement folle que tu n'en as parlé à personne? Que j'en ai parlé à personne, donc c'est pas celle que j'ai créée du coup. Non. Ah si, il y a deux choses dont j'ai parlé à personne, Mm. qui sont assez récentes, qui datent de l'an dernier, puisque du coup, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai créé une entreprise que j'ai développée pendant 6 ans, puis que j'ai vendue, et du coup là, j'en ai créé une nouvelle depuis quelques mois. Et en fait, l'an dernier, quand je réfléchissais à ce que j'allais faire, j'ai eu deux pistes qui au final ne se sont pas réalisées, dont je n'ai pas parlé du tout. La première, c'était de faire de l'immobilier de luxe, parce que j'adore les belles villas, les lieux d'exception, et ça me fascine. Et donc, je m'étais dit, mais pourquoi pas travailler dans ce milieu et devenir agent à mon compte, tu vois, mais commencer comme ça. Et l'autre, c'était de devenir influenceuse luxe, parce qu'en fait, figure-toi qu'il y a des influenceurs voyage de luxe, des personnes qui vont dans tous les plus beaux hôtels et qui créent du contenu là-bas et qui du coup ben, contribuent à faire connaître ces lieux et qui vont ramener toute une communauté autour de ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, moi qui adore ce genre de lieu, je pourrais en faire mon métier. Au final, c'est pas ce que j'ai fait parce que c'est pas là que j'ai le plus de compétences aujourd'hui et que ce que je fais dans mon entreprise actuelle, j'adore ça et voilà. Mais écoute, peut-être que ça viendra un jour et que j'en ferai une activité plus tard. Ok, bah super. Est-ce que tu as un rituel qui t'aide à rester focus quand tu bosses? Un rituel. Alors déjà, c'est de faire de l'espace autour de moi. Je peux pas travailler dans une pièce qui est en bazar. Donc alors après, je suis pas maniaque non plus, mais j'aime que ce soit quand même épuré, tu vois, que les choses soient plutôt bien. Et sinon, si j'ai besoin d'être focus, soit le silence total, soit une petite musique de fond, tu vois, mais spécifique, concentration et tout ça, ça peut aider. Mais sinon, globalement, ouais, c'est à peu près tout. Hmm. Ouais, c'est à peu Ok. près tout. Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles? Hmm. Ah, c'est une bonne question. Je suis pas très tournée citation. Hmm. Ah, il y en avait une qui m'avait marqué il y a des années. J'en avais fait un peu mon mantra à cette époque-là, je l'ai oublié. Ah si, 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 attends, c'est euh, oser c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Hmm. Je me souviens de cette citation. Et effectivement, je pense qu'elle m'a... Ouais, c'est vrai que j'avais oublié parce qu'aujourd'hui, je l'ai tellement intégré, ce truc-là, que je me posais plus la question. Mais effectivement, cette citation, je peux la transmettre. Et De du coup, Soren Kierkegaard, quelque chose comme ça. ok, d'accord. Ouais, mais en tout cas, elle est très belle. Et en fait, est-ce qu'avec les années d'expérience en tant qu'entrepreneuse, tu n'as plus peur de prendre des risques? Ah non, je peux pas dire ça. Non, non, ça fait toujours peur les risques, tu vois. Là, Ou enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu franchis plus facilement le mur de la peur? C'est plutôt ça, parce que la peur, on l'a toujours.
Mais est-ce qu'on va dire que pour toi aujourd'hui, prendre des risques, c'est quand même quelque chose que tu fais plus facilement qu'auparavant? En fait, j'ai envie de te dire non. Mais ce qui a changé, c'est que ce que je percevais comme un risque avant, aujourd'hui me semble accessible et facile. Donc, si on prend le même risque, le même enjeu, effectivement, j'ai moins peur aujourd'hui qu'avant et donc j'y vais plus facilement. Par contre, mon niveau de représentation du risque a augmenté. Donc, du coup, il y a des projets qui peuvent être plus ambitieux, plus risqués, qui du coup continuent de me faire peur, mais juste parce que ma perception a changé. Donc, je sais pas si je suis moins averse au risque, c'est juste que les risques qui m'inquiètent sont peut-être plus ambitieux que ceux d'avant. Hmm. Alors, tu nous as parlé de ta soif d'apprendre quand tu étais petite. J'imagine que cette soif ne t'a pas quittée. Si tu pouvais immédiatement apprendre une nouvelle compétence ou acquérir une nouvelle connaissance, ce serait laquelle et pourquoi? Ah bah écoute, j'ai la réponse directe, c'est de savoir écrire des romans, de la fiction. Ok. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, je renoue avec la lecture de romans, alors que pendant des années, bah justement, j'étais très tournée entrepreneuriat, développement personnel et donc des choses très pratiques, et donc vraiment des livres de non-fiction. Et limite, je me disais, à quoi ça sert de lire des romans au final, ça ne nous apprend pas la vie. Et en fait, j'ai renoué avec les romans parce que bah, justement, au bout de quelques années d'entrepreneuriat, un peu fait le tour des livres business et développement personnel qu'on nous rabâche partout. Et donc, j'ai recommencé à lire des romans. Et en fait, je me régale et du coup, je ne lis plus que ça. Et je me rends compte qu'on apprend aussi énormément sur la vie dans les romans, voire plus. Et je trouve ça génial. Et en fait, il y a plein de fois où je me dis, mais j'ai des idées d'histoire, j'ai même sur mon histoire à moi, il y a plein de choses que je pourrais raconter. Mais j'en suis incapable, c'est-à-dire que je ne sais pas comment m'y prendre pour quand on parle d'arc narratif, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Et donc, une fois, je me suis amusée, je me suis dit, tiens, si j'écrivais un livre de fiction, mais je suis paumée, quoi. Donc là-dessus, je pense que si vraiment je le priorisais aujourd'hui, je pourrais me dépatouiller pour ça, mais ce serait beaucoup de travail, beaucoup de tâtonnement. Donc, il y a une part de moi, je pense, qui a un peu la flemme. Mais tu vois, c'est un truc que j'exclus pas aussi pour plus tard. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des formations pour ça. Tu vois, il y a même des masterclass avec des auteurs célèbres qui transmettent Hmm. la façon dont ils écrivent. Et je pense que au-delà de la compétence en tant que telle, ne serait-ce qu'en termes de mindset, tu vois, de m'autoriser à ça, de comprendre que j'imagine que c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on commence en tâtonnant et c'est normal. Mieux vaut fait que parfait. Enfin, tu vois, tout ce qu'on dit dans l'entrepreneuriat, je suis sûre que ça s'applique au roman aussi, mais c'est tellement un autre univers que je m'en sens pas du tout capable aujourd'hui. Ok. Et du coup, alors, est-ce que tu as une lecture à nous recommander? Mais d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que, par contre, j'ai écrit et j'ai publié un livre quand même, mais de Oui, non-fiction. J'ai oui. écrit mon livre on va dire, de développement personnel. Mais par contre, fiction. Écoute, en livre, bah, j'en ai un juste à côté de moi, que je te montre à la caméra, mais pour les auditeurs, écoute, je suis tombée dans quelque chose de très addictif. Ça s'appelle Les Sept Sœurs de Lucinda Riley, Riley. Et en fait, je ne savais pas, mais c'est une saga et c'est palpitant. Et du coup, eh bien, je suis totalement mordue et donc j'enchaîne la lecture et franchement, je pourrais faire plus que ça. Ça, Ok. c'est une histoire passionnante. En fait, c'est six sœurs qui ont été adoptées aux quatre coins du monde par un riche milliardaire et qui ont grandi dans un château vers Genève sublime. Et en fait, le père meurt. Et donc, ses sœurs se retrouvent à ce moment-là pour son enterrement. Et il a laissé des indices pour qu'elles puissent chacune retrouver où elles ont été adoptées et d'où elles viennent, si elles souhaitent chercher l'origine de ça. Et en fait, il y a un tome par sœur sur les traces de l'origine Ah de cette sœur. ouais. Et Ok. un tome de 800 pages, tu vois. Et moi, au début, je savais pas que je me lançais là-dedans. J'ai juste lu le premier. Et maintenant, je suis partie là-dedans. Donc, il y a celui-là qui est génial. Et autre lecture coup de cœur de ce mois-ci, c'est de Céline Coll. Ça s'appelle Toutes ces vies où nous nous sommes aimés. Et c'est sublime. En fait, l'histoire, c'est deux âmes, Dara et Thaddeus, qui sont, on va dire, dans l'univers, où on l'appelle comme on veut, et qui vont être incarnées sur Terre. Et c'est deux âmes qui ont vocation à se retrouver pour vivre une histoire d'amour. Et en fait, elles vont être incarnées à différentes époques de notre histoire. Et donc, tu suis à chaque fois ce qui se passe à ces différentes époques. Et c'est fascinant. C'est incroyable ce livre. Franchement, c'est un de mes coups de cœur de toute ma vie. Donc, je recommande. Bah écoute, super, merci pour les recommandations, parce qu'à cette période estivale, c'est pas inutile. C'est vrai. Ok. Quel est le talent caché ou la compétence secrète que tu as et que peu de gens connaissent?
Je sais imiter la tourterelle. Non, qu'est-ce que j'ai en compétences cachées que peu Oui, de parce gens que si vous ne connaissent? connaissez pas Charlotte, elle adore les tourterelles. Allez suivre son compte Instagram. Vous verrez. C'est ça. Ah, un talent caché que peu de gens connaissent. Hmm, c'est une excellente question. Est-ce que j'ai des connaissances ou tu vois des choses Oui, que tu fais, on va dire, de manière finalement innée, sans réfléchir, et que tu fais bien, en fait. C'est ça, on a tous quelque en chose fait, comme ça, tu as vu, qu'on n'utilise pas forcément d'ailleurs dans notre travail, hein. c'est une bonne remarque. Tu vois, je pense à quelque chose, mais j'ai l'impression de l'avoir un peu perdu. Je pense à quelque chose qui a toujours été extrêmement facile pour moi, c'est la langue, que ce soit le français ou l'anglais. C'est-à-dire que je suis incapable de t'expliquer une règle de grammaire, que ce soit en français ou en anglais. Par contre, ça a toujours été fluide pour moi. Alors aujourd'hui, à mon âge, il y a plein de gens qui parlent bien mieux anglais que moi parce qu'ils ont vécu à l'étranger ou qui sont parfaitement bilingues, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est quelque chose qui a toujours été naturel pour moi de comprendre cette langue-là. Et je pense que ça m'a bien aidé à une époque et à maîtriser l'anglais beaucoup plus rapidement que tout le monde. Ou même en français, tu vois, je sais que je fais pas de fautes, que ça aide aussi beaucoup. C'est quelque chose qui est naturel. Après, ça change pas ma vie non plus. Qu'est-ce que j'ai? Écoute, j'ai pas forcément grand-chose qui me vient. Euh, je réfléchis encore 2 petites minutes. Je pense que c'est plus peut-être des centres d'intérêt. Tu vois, on parlait du couple, par exemple. Je sais que c'est un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai beaucoup lu, beaucoup appris et où en fait j'ai découvert des approches du couple, de la relation amoureuse que j'avais pas avant. Et ça a été un gros levier de développement pour moi, de compréhension, d'apprentissage, dont je parle pas publiquement parce que bah, c'est pas relié à ce que je fais dans mon activité et c'est vraiment ma sphère intime. Mais ça fait partie des sujets que j'ai beaucoup creusé, que je continue de creuser et qui me passionnent. Donc je peux aussi citer ça. Après, est-ce que c'est Mm. un talent naturel? Bah non, parce que justement, j'ai eu beaucoup à apprendre là-dessus. Mais voilà. Ok, bah, super. Et du coup, avant-dernière question, si tu pouvais donner un conseil à une maman qui a un enfant avec un HPI, qui s'inquiète de l'avenir, de sa progéniture et qui se dit, voilà, il ou elle est différent, est-ce que ça va aller ou pas? Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui te dirait ça, qui te dirait, voilà, moi j'ai un enfant HPI et ça me stresse et ça m'angoisse? Bah déjà, je lui dirais, tu vois, tu m'en as fait prendre conscience et c'est cool de l'importance du rôle des parents là-dedans et de justement soutenir ça et faire passer le bien-être de l'enfant en priorité avant les normes scolaires, avant tout ça. C'est vraiment la priorité. Et l'autre chose que j'aimerais lui dire, c'est pas forcément un conseil, c'est plus un constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, ben, je gravite dans un environnement avec des gens qui ont quand même bien réussi professionnellement, qui gagnent de l'argent, qui sont bien dans leur basket, qui font des choses qui ont du sens, qui ont de l'impact. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont épanouis et qui ont, ouais, dans le côté réussir sa vie, dans le sens de bien gagner sa vie et tout ça. Mm. Et en fait, c'est beaucoup de gens qui sont particuliers. Qui justement ont pas été dans les clous, qui ont pas mal qui ont sauté une classe, ou alors au contraire qui ont redoublé parce qu'ils étaient, tu vois, en décalage en fait scolaire. Et en fait, c'est des gens qui ont une force particulière et qui, si ils écoutent ça, et c'est ok si quand ils sont plus jeunes ils l'écoutent pas. Enfin, tu vois, il y en a plein qui ont galéré à l'école, qui étaient en rébellion jusqu'à un certain âge et qui ensuite sont allés vers ce qu'ils aimaient, vers ce qui les animait. Et du coup, ils font des grandes choses et ils s'en sortent très très bien. Et c'est souvent des gens qui du coup vont inspirer les autres en fait. Mais ils vont Mm. pouvoir inspirer les autres que parce que justement, ben, ils osent aller vers ça. Et donc, je pense qu'un enfant qui a du mal avec le cadre qui est donné, si on cherche à l'enfermer à tout prix dans ce cadre, là, on risque de l'éteindre et de créer des problèmes. Là Mm. où si on lui permet de vivre au mieux ben, qui il est, d'aller vers ce qu'il passionne, de continuer à stimuler sa créativité, ses envies et à pas le brider. Alors, je suis pas maman, donc Mm. je pense que c'est un vrai challenge quant à l'institution scolaire, le machin, le truc. Donc, je suis pas là pour donner des conseils en mode oui, c'est ça la vie et moi j'ai tout compris à la vie et vous non parce que je n'en sais rien, je ne suis pas maman et franchement chapeau aux mamans qui gèrent tout ça. Mais je pense qu'en tout cas vous pouvez avoir confiance là-dessus parce que j'en vois plein qui ont ces profils atypiques et qui aujourd'hui font partie de mes amis ou de mes connaissances et qui sont juste des gens géniaux, épanouis et voilà donc faut vraiment garder espoir là-dedans. Exactement. Alors c'est vrai que tu n'es pas maman, mais tu l'as vécu toi-même, et ça c'est aussi intéressant parce que du coup, voilà, tu sais par quoi peuvent passer les enfants.
Et c'est à ce titre-là que c'est intéressant, si tu vois ce que tu dis. Et c'est vrai que tu as bien fait de souligner ça, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la population des entrepreneurs, on retrouve beaucoup, beaucoup de gens neuroatypiques, justement. Et comme tu dis, c'est souvent des gens qui vont être leaders, qui vont inspirer les autres. En fait, moi, je dis souvent aux mamans qu'elles ont été élues quelque part pour avoir un enfant libre, hein, tout simplement. C'est une Carrément. sorte de cadeau, mais il faut le voir comme un cadeau parce que forcément, au démarrage, tu vas pas forcément voir ce côté-là puisque tu vas devoir te heurter à tout ce qui est institutionnel et qui fonctionne justement, qui n'a pas du tout été conçu ni pensé pour des gens neuroatypiques, justement comme nous, hein. Et c'est ça le challenge. Mais justement, le but de ce podcast, c'est aussi ça, c'est de Et oui, montrer que justement, voilà, on peut être différent, assumer sa singularité et justement, au contraire, avoir une vie beaucoup plus riche et plus épanouie que la plupart des gens qui se morfondent dans des travails qui ne leur plaisent pas forcément parce qu'ils se disent j'ai pas le choix, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc je te tellement, rejoins. Voilà, c'est ça. tellement. Et du coup, je pense qu'en tant que parent, c'est de laisser libre cours un peu au délire et aux choses un peu étonnantes que les enfants peuvent proposer. C'est-à-dire que moi, je sais que enfant, je me lançais dans des projets, je créais des. Je te dis, j'aimais bien l'école, donc du coup, je fabriquais des cahiers de vacances, tu vois, ou des carnets scolaires. Je créais des magazines, je faisais des petits reportages avec ma caméra. Enfin, je faisais des choses, tu vois, qui me stimulaient. Mm. Et du coup, j'ai toujours été soutenue là-dedans, en fait. On m'a pas dit, non, mais ce que tu fais, c'est nul, ou alors tu ferais mieux de travailler. Alors, je travaillais, je faisais mes devoirs. Justement, ma mère me disait, calme-toi, c'est bon, tu peux lever le pied un petit peu. Mais en tout cas, on m'a jamais bridé là-dedans, et j'ai pas mal, tu vois, d'exemples d'entrepreneurs aujourd'hui ou d'amis qui, même adolescents, en fait, ont eu des projets où ils sont allés à fond là-dedans. Et ça leur a permis de commencer à exprimer leur créativité, à transmettre des messages. Tu vois, je pense à un aujourd'hui, quand il était enfant. Et ça m'a fait rire cette histoire. Alors aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui gagne très bien sa vie. Il a des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. C'est un gars génial. Il vit sa meilleure vie. J'adore. Et en fait, quand il était petit, il avait un business, s'il te plaît, un business où en fait, il réparait les. Non, c'est pas qu'il réparait, c'est il... Je sais pas ce qu'il faisait parce que je suis nulle là-dedans, mais avec les jeux vidéo et les consoles de jeux de ses petits camarades du quartier. Ok. Et en fait, soit il les faisait payer pour ça, soit c'était des bonbons ou je sais pas quoi. Enfin, il faisait son petit business, tu vois, avec les consoles du quartier. Et en fait, il a commencé comme ça. J'en connais qui faisaient des sites internet, tu vois, qui s'amusaient à faire ça. J'en connais qui commençaient des choses en fait jeunes, tu vois, ou qui Mm. avaient un blog ou des choses comme ça, qui s'exprimaient, qui lançaient des projets. Ou je pense à un aussi qui s'amusait à fabriquer des trucs dans le garage de son père. Enfin, c'est juste de laisser libre cours à ça parce que les C'est enfants ça. qui sont dont on accepte les projets parfois un petit peu farfelus, ben du coup ça les encourage là-dedans et c'est ce genre de personne qui derrière sort justement d'une norme qui souvent éteint les adultes et Mm. qui fait un truc qui le fait kiffer et franchement je vois des gens très bien gagner leur vie et s'éclater dans leur vie avec des activités qui ont rien à voir et qui partent juste d'une passion, d'une envie, d'un message à transmettre et je trouve ça super beau. Et je me dis, bah, heureusement qu'on a des gens comme ça, c'est chouette. Donc, si vos enfants ils peuvent en faire partie parce qu'ils ont ces particularités et qu'ils sont encouragés là-dedans, bah c'est génial. Mais carrément, carrément. Écoute, je suis contente que tu aies dit tout ça parce que ça va donner beaucoup d'espoir aux mamans qui nous écoutent. Mm. Et c'est ça, en fait, notre rôle en tant que parents, c'est juste de les accompagner dans leur passion, dans leur délire, dans toutes leurs appétences, quoi, au final. C'est ça, C'est notre rôle, ça, c'est pas de leur imposer une direction, c'est de les laisser justement et de les accompagner sur ce chemin-là, tu vois. c'est ça. Alors, du coup, on arrive à la dernière question, Charlotte. La question la J'ai moins peur. sérieuse de... Oh là là. Non, non, t'inquiète. Alors, si tu pouvais échanger ta place avec une célébrité pendant une journée, qui choisirais-tu? Avec une célébrité. Alors, sachant que je suis une catastrophe, je ne connais pas les célébrités. Les gens me parlent d'acteurs, de chanteurs, et je suis là, mais qui est cette personne, tu vois? Euh, écoute, je réfléchis. Ça peut être une ancienne célébrité, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Non, je réfléchis parce que j'ai vu il y a pas très longtemps un post qui parlait de ce que devenaient les acteurs de Harry Potter. Alors, tu comprendras que j'aime bien Harry Potter. Et je pense à celui qui faisait Ron Weasley. Je sais plus son nom dans la vraie vie, mais j'ai vu que il faisait beaucoup d'immobilier et qu'il avait plein de lieux. Tu sais, donc t'as compris que j'aime bien les beaux endroits. Et Ouais. justement avec des lieux splendides. Et j'aimerais bien, ouais, une célébrité qui vit de sa passion quelle qu'elle soit. Tu vois, bah tiens, prenons soit un écrivain célèbre pour justement voir ce que ça fait que d'écrire, tu vois, soit quelqu'un qui a réussi, peu importe le milieu mais qui utilise cet argent pour investir dans des lieux d'exception sublimes. Et voilà, je pense que je prendrai un des deux, mais j'ai pas de nom parce que je suis nulle en Ok. célébrité.
Bah écoute, merci à toi Charlotte d'avoir Merci à toi. répondu à toutes ces questions. Je sais que tu n'as pas l'habitude de répondre à des questions un peu aussi farfelues, donc merci, On aime le farfelu. c'est ça. Merci à toi et puis bah, je te souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. Merci beaucoup, Sabrina, pour ton invitation. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Le parcours de Charlotte nous rappelle à quel point la place de la maman est centrale dans l'évolution d'une personne qui a un TDAH. Merci à elle pour sa générosité et ses précieux conseils. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager autour de vous. Vos retours sont précieux pour moi et m'aident à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour une autre interview hyper inspirante aussi. Je suis sûre que ça va vous plaire. À bientôt!